vous souhaite la bienvenue à ce sommet, à ce colloque. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'école dans une perspective plus générale. Donc, moi, je suis un peu à l'envers, à l'inverse de Mme Souli, là, qui s'intéressait à la pédagogie, aux relations entre les enseignants et les élèves dans le cadre de l'enseignement à distance. Je vous propose de prendre un point de vue beaucoup plus panoramique, beaucoup plus général sur l'école et de réfléchir à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est moi, je vous... Je m'excuse, il y a des petits problèmes techniques là. J'essaie de m'habituer au Zoom là. Bon, d'entrée de jeu, compte tenu que c'est une conférence extrêmement rapide, là, je vous propose de vous présenter d'un seul tenant l'idée principale que je vais rapidement esquisser devant vous. La première idée, c'est que l'école n'est pas seulement un lieu où les enfants et les jeunes apprennent et qu'on pourrait remplacer par un autre lieu. Par exemple, la famille, l'enseignement à distance, YouTube. Il y a beaucoup d'initiatives sur lesquelles je reviendrai tantôt là, qui sont mises en place dans les dernières semaines pour essayer d'instaurer des alternatives à l'école. Moi, je pense que ces alternatives-là ne peuvent que s'ajouter à l'école et ne peuvent pas la remplacer. Pourquoi? Parce que l'école, ce n'est pas juste un lieu où on apprend, c'est aussi une institution fondamentale de notre modernité, de nos sociétés modernes depuis le 16e-17e siècle, donc depuis la Renaissance. Là. Il est important de comprendre que cette institution-là, qui nous manque aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'école, cette institution-là est totalement nouvelle et originale dans l'histoire de l'humanité. Jamais on n'avait vu avant nous des écoles comme elles existent aujourd'hui. Quelle est la fonction de l'école? Ce n'est pas seulement de faire apprendre, c'est de former en profondeur à la fois sur le plan de l'instruction et de la socialisation, donc de former en profondeur des sujets sociaux, c'est-à-dire de nos jours des personnes qui sont à la fois des citoyens, des travailleurs, et je dirais même des consommateurs de nos jours, des travailleurs et des membres compétents de nos sociétés. Donc, en l'état actuel de nos sociétés, rien ne peut remplacer l'école. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est de mettre en évidence la nature et le fonctionnement de l'école et de faire comprendre pourquoi cette école-là nous manque aujourd'hui. Pourquoi me suis-je intéressé à cette question-là? Comme Thierry le soulignait tantôt, je pense qu'on vit une situation vraiment extraordinaire. La plupart des systèmes scolaires de la planète sont actuellement à l'arrêt. À l'instant où on se parle, là, dont certains depuis plusieurs semaines, 6 à 8 semaines. Là. Selon l'UNESCO, la semaine dernière, Thierry parlait de 2 milliards, mais moi j'ai les données la semaine dernière, 1,6 milliard d'élèves étaient privés d'école, soit 90% de la population scolaire mondiale, tandis qu'environ 65 millions d'enseignants n'enseignaient plus. Au Canada, il y a 5 millions d'élèves privés d'école. Il y a à peu près 500 000 enseignants, 600 000 enseignants et enseignantes qui n'enseignent plus. Au Québec, il y a 1 200 000 élèves qui sont privés d'école. Il y a environ 110 000 enseignants qui n'enseignent plus. Par son ampleur et son universalité, une telle situation ne s'est jamais rencontrée dans l'histoire de l'école moderne au cours des 5 derniers siècles. Bien sûr, l'école, à certains moments donnés, a été arrêtée dans différents pays à cause de conflits, de guerres, de crises économiques. Mais jamais l'école n'a été arrêtée sur l'ensemble de la planète, à peu près partout, et pour une durée aussi longue et dans des conditions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, je trouve que cette situation-là exceptionnelle est aussi une occasion exceptionnelle de réfléchir sur la nature et la puissance de l'école dans nos sociétés. Cette réflexion-là me semble d'autant plus nécessaire que personne ne sait quand les écoles pourront reprendre normalement. On sait qu'au Québec, le premier ministre du Québec et le ministre de l'Éducation ont annoncé l'ouverture prochaine des écoles. Mais il faut savoir que le Québec était contre-exemple. Hein? Aux États-Unis, il y a seulement 2 États américains sur les 50 qui vont ouvrir l'école avant le mois de septembre. Donc, l'école est reportée au mois de septembre dans 48 États américains. Au Canada, seul le Québec anticipe d'ouvrir les écoles. Dans la plupart des pays, les écoles vont rester fermées jusqu'au mois de septembre. Par ailleurs, à partir de septembre, personne ne sait ce qui va se passer.
Est-ce qu'il y aura encore une nouvelle vague de contamination, comme il y a eu, par exemple, avec la grippe espagnole, ou 3 vagues de contamination et la deuxième? Donc, il est possible que l'école soit fermée plus longtemps que l'on anticipe. Cette réflexion-là me semble d'autant plus nécessaire à cause de ce que j'appellerais le caractère totalement aléatoire et à très faible impact de toutes les mesures mises en place pour suppléer en l'absence d'école. Il n'y a pas d'école, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on regarde les initiatives qui sont prises, école en ligne, YouTube, école à la maison, enseignement à distance, les enseignants qui appellent les élèves par téléphone, des kits que le ministère envoie dans les familles. On se rend compte rapidement que ces mesures-là ont un très faible impact par rapport aux pratiques scolaires usuelles. Il est clair, à mon avis, que ces mesures-là ne sont que des pis-aller et qu'aucune ne peut à elle seule remplacer l'école et même tous ensemble. Ce qui se passe actuellement, donc 65 millions d'enseignants qui sont arrêtés, est aussi une occasion pour réfléchir sur le travail des enseignants. De manière générale, on constate qu'à peu près partout sur la planète, et c'est le cas au Québec, les enseignants sont largement déboussolés face à la situation actuelle. Au Québec comme ailleurs, il y a bien sûr des initiatives des enseignants, des initiatives sur Internet, des initiatives variées pour créer des sites comme la collègue précédente le présentait, Mme Souli, des initiatives extrêmement intéressantes. Mais on constate que la vaste majorité des enseignants et des enseignantes se contentent d'attendre les directives des autorités politiques, scolaires et syndicales. Et même ces directives, lorsqu'elles arrivent, les divisent. On voit actuellement là, que les syndicats d'enseignants ne sont pas très chauds par rapport aux politiques d'ouverture, de déconfinement des élèves et d'ouverture des écoles. À mon avis, il me semble assez clair que les enseignants ne savent pas comment enseigner sans école et certains leur reprochent. Par exemple, la semaine dernière, un député de la CAQ, donc du Parti au pouvoir au Québec, disait « Les enseignants ne travaillent pas, à un moment donné, il faudrait songer à ne plus les payer. » Effectivement, les enseignants ont énormément de difficultés à concevoir des pratiques enseignantes en dehors de l'école. C'est un peu comme si on demandait aux médecins, parce que les médecins travaillent énormément actuellement, mais si on demandait aux médecins, sortez des hôpitaux, sortez de l'institution médicale et continuez à faire votre travail. La plupart des médecins ne pourraient rien faire. C'est comme si on demandait à des ouvriers d'usine, continuez votre production, mais faites-la à la maison. Mais ils ne pourraient pas. Mais les enseignants sont exactement dans la même situation. On demande aux enseignants de continuer à travailler, mais on les sort complètement de leur lieu de travail, de l'institution scolaire, sans laquelle ils ne peuvent pas réaliser le travail qui est le leur. Donc, pour moi, les enseignants ne sont pas du tout en cause ou en faute dans la situation actuelle. Je pense que nos institutions ne savent plus, ont complètement oublié ce qu'était une société sans école, sans classe, sans élèves. Elles ne peuvent plus fonctionner sans école. Et ce que je voudrais faire de façon extrêmement brève, c'est de vous montrer pourquoi. Donc, je vous propose de revenir très brièvement sur une question de base. Qu'est-ce qu'une école? Une école, comme je le disais précédemment, c'est vraiment une institution fondamentale de la modernité. Je ne vous donnerai pas un cours d'histoire, mais je vous rappelle rapidement comment sont nées. Les écoles sont nées à la fin de la Renaissance, dans ce qu'on appelle la réforme et la contre-réforme, la réforme protestante et la contre-réforme catholique au 16e et 17e siècle. Les premières écoles sont créées par des communautés religieuses. Ces communautés-là vont se répandre au 16e, 17e, 18e siècle. Par exemple, avant la Révolution française, l'Europe est déjà couverte de petites écoles, notamment des petites écoles de charité pour les enfants du peuple et des collèges infiniment moins nombreux pour l'enseignement secondaire réservé aux élites. Là, je parle de 2-3% de la population. Au 19e siècle, les écoles primaires vont se développer et surtout au 20e siècle, à partir de l'unification du primaire et du secondaire, on assiste à l'expansion des écoles à travers le monde, à travers toutes les sociétés développées. Aujourd'hui, toutes les personnes ont été à l'école ou vont à l'école. En fait, on pourrait diviser la société en deux, ceux qui vont à l'école actuellement et ceux qui ont été à l'école. Alors, pendant toute cette évolution-là, l'école a toujours gardé à peu près intact un même schéma organisationnel
que les historiens appellent la forme scolaire. La forme scolaire, c'est la structure de base qui assure le fonctionnement et l'organisation des écoles depuis 5 siècles. Donc, il est intéressant de regarder cette structure-là. C'est quoi une école à sa base? Comment ça fonctionne? Parce que cette structure de base-là, même s'il y a eu des changements extraordinaires dans l'école depuis 5 siècles, cette structure de base-là s'est toujours maintenue fondamentalement. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur un phénomène extrêmement important. L'école, je vous en présente un schéma grossier, là, qu'est-ce que c'est? L'école, c'est un édifice, une structure physique qui est complètement séparée du milieu extérieur. Les enfants sont dans des classes sous la supervision d'enseignants. Ces classes-là sont séparées les unes des autres. Lorsque vous regardez cette image-là, c'est ce qu'on appelle une structure carcérale. C'est-à-dire que les usagers, qui sont les enfants, sont intégralement enfermés dans l'école, dans les classes. Jamais, avant le 16e-17e siècle, on avait vu une institution enfermer progressivement tous les enfants. Cette structure carcérale-là n'est pas typique de l'école. On la retrouve dans la plupart des autres institutions, des grandes institutions sociales qui vont naître sensiblement à l'époque et qui vont se développer jusqu'à nos jours. Par exemple, un de mes frères, pas mal plus âgé que moi, est dans un CHCLD et quand je vais le visiter, c'est exactement la même structure, sauf que ce n'est pas des classes, c'est des chambres avec des patients malades. Mais c'est la même structure. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans ma vingtaine à l'Institut psychiatrique Louis-Philippe Pinel à Montréal-Est. C'était exactement la même structure. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des classes, on avait des cellules. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Une école, à sa base, c'est une structure carcérale. C'est une structure d'enfermement des enfants. Bien sûr, l'école s'est adoucie, mais de manière très récente. Ce n'est à peu près qu'à partir des années 70 au Québec et dans les différents pays que l'école va perdre son aspect enfermement, son aspect disciplinaire, son aspect carcéral, parce que pendant très longtemps, l'école a développé des relations violentes aux enfants. Qu'est-ce que l'école? Comme je viens de le dire, l'école, c'est d'abord un espace où on enferme les enfants collectivement dans les classes en les séparant complètement du milieu ambiant et leur vie quotidienne. Qu'est-ce que faisaient les enfants avant l'école? Les enfants, avant l'école, apprenaient à vivre, apprenaient tout ce qui était important dans leur milieu de vie quotidien. Donc, les apprentissages n'étaient pas séparés de la vie quotidienne, mais s'y intégraient complètement. C'est la même chose pour apprendre à travailler. Les jeunes enfants qui commençaient à travailler parfois très jeunes, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les adolescents, notion qui n'existait pas auparavant, on apprenait à travailler en travaillant. On apprenait en regardant les autres travailler, on apprenait en regardant les autres faire, on apprenait par oui dire ou voir faire. Bref, il n'y avait pas de séparation entre le monde de l'apprentissage et le monde de la vie quotidienne. Ce que l'école change fondamentalement, c'est qu'elle instaure une rupture complète entre le monde de la vie quotidienne et le monde de l'apprentissage en créant une institution qui est fermée dans laquelle sont enrôlés les enfants. Comment fonctionne une école? Fondamentalement, une école, c'est régi par des règles impersonnelles. C'est des règles écrites que tous doivent respecter. Elle est une institution réglementée et réglementaire. Je vous donne, quand vous allez à l'école, vous devez respecter des règles. Vous devez respecter des règles pour parler, pour écrire, pour lire, pour manger, pour aller à la toilette, pour vous déplacer dans les corridors. Vous devez respecter aussi des règles intellectuelles ou cognitives, par exemple relatives aux manières, aux matières scolaires qui sont enseignées. Vous devez respecter des règles sur le plan des méthodes, sur le plan de l'écriture, sur le plan de la grammaire, sur le plan du calcul. L'école est une institution qui impose aux jeunes, aux enfants, un système de règles
qui sont des règles générales, qui ne sont pas du tout des règles personnelles, mais des règles impersonnelles et qui sont des règles aussi écrites. Avant l'école, il y avait des règles aussi, mais ces règles-là n'étaient pas écrites. Les enfants les découvraient au fur et à mesure de l'apprentissage de la vie quotidienne. Autre élément fondamental, l'école se fonde essentiellement sur une culture écrite, et sur des outils scripturaires, des cahiers, des tableaux, des tables de multiplication. Donc, avant l'école, et dans des sociétés sans école, parce qu'il existe encore dans le monde des endroits où les enfants ne vont pas à l'école, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'école, où ils ne peuvent pas y aller, la culture est fondamentalement une culture orale. L'école, ce qu'elle met en place, c'est une culture écrite. Elle introduit par conséquent la médiation de l'écriture entre le monde quotidien et l'école. Donc, on ne se rapporte plus à la réalité, on se rapporte à des textes qui parlent de la réalité. L'écriture devient le médium à travers lequel les élèves doivent se rapporter à la réalité. L'enseignant dans l'école est aussi soumis à des règles. Donc, fondamentalement, depuis le 16e-17e siècle, l'enseignant n'est pas un professionnel comme on a tendance à le définir ou à le vouloir aujourd'hui. L'enseignant est donc fondamentalement un exécutant au service de l'institution. Quel est le rôle de l'enseignant? Il n'a pas changé. Son rôle est double. C'est de maintenir l'ordre dans la classe, c'est ce qu'on appelle la discipline, ou ce que les anglophones appellent la gestion de classe, là. Et l'ordre aussi disciplinaire, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les matières scolaires doivent être présentées, apprises par les élèves. Donc, fondamentalement, cette structure-là, c'est la structure de l'école, c'est une structure institutionnelle. Et comme je le disais tantôt, il y a eu beaucoup de changements dans l'école. L'école s'est adoucie. Il y a eu la révolution au début du 20e siècle, des mouvements d'éducation nouvelle. Il y a eu les nouvelles pédagogies, il y a eu le développement des nouvelles psychologies, de nouveaux programmes scolaires. Mais cette structure-là, elle est encore en place. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on sépare tous les enfants. Et ce qui est particulier aujourd'hui, depuis le début du 20e siècle, c'est que cette séparation-là dure de plus en plus longtemps. Alors qu'avant, les enfants allaient à l'école quelques années à peine. Maintenant, ils y vont en moyenne 11, 12, 13 ans selon les pays. Donc, encore aujourd'hui, les enfants sont enfermés dans l'école. Encore aujourd'hui, les enfants sont soumis à un système de règles impersonnelles, des règles formelles. Encore aujourd'hui, les enfants sont confrontés à l'apprentissage d'une culture totalement écrite. Encore aujourd'hui, l'enseignant est au service de l'institution. Il est un exécutant. En réalité, dans la plupart des pays, l'enseignant n'est pas un professionnel, il est un fonctionnaire. Il est donc tenu de respecter l'autorité politique et administrative. Et son rôle principal, encore aujourd'hui, c'est capable de tenir sa classe et de faire apprendre les élèves les savoirs qui doivent être appris et l'ordre dans lequel ils doivent être appris. Non. Si l'école, c'est ce que je viens de vous présenter, on peut concevoir facilement que les enseignants ne peuvent pas tout simplement sortir de l'école et se mettre à enseigner partout, dans leur maison, sur Internet, sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est l'école, justement, qui offre le cadre de socialisation, le cadre institutionnel, le cadre de formation dans lequel, aujourd'hui et dans le passé, nous formons des citoyens, des travailleurs et des membres de la société compétents, capables de vivre dans cette société-là. Donc, on ne peut pas demander aux enseignants de sortir de l'institution et de continuer à faire ce qu'ils font lorsqu'ils sont dans l'institution. C'est comme je le disais tantôt, si on demandait aux médecins de régler la crise de la COVID-19 en sortant des hôpitaux et en continuant leur pratique à la maison, sans leurs outils, bref, sans toute l'organisation de l'institution médicale. Si on sort les enseignants de l'organisation scolaire, de son fonctionnement, de sa puissance, les enseignants perdent leur capacité à faire ce pourquoi ils sont missionnés de faire, c'est-à-dire développer
les, les savoirs des élèves et leurs compétences et leurs valeurs. Un autre problème qui est particulier avec l'école, et dans ce sens-là, moi, je trouve que toutes les pratiques d'enseignement à distance sont extrêmement intéressantes, mais comme je le disais précédemment, je ne crois pas que ces pratiques-là d'enseignement à distance puissent se substituer à l'école. Elles doivent s'y ajouter, elles doivent la bonifier, elles doivent l'enrichir, elles peuvent servir à motiver les élèves, à faciliter certaines formes d'apprentissage, mais je ne crois pas du tout que ces pratiques-là peuvent, comme le montrent les événements actuels, remplacer l'école comme institution fondamentale. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses et à mon avis, on apprend 3 strates de connaissances. Il y a 3 phénomènes qu'on apprend à l'école lorsqu'on commence à l'école préscolaire et primaire. Il y a d'abord ce qu'on appelle, je vais utiliser la terminologie du curriculum, celle qu'on utilise dans le monde anglo-saxon. Là. On apprend d'abord ce qu'on appelle le curriculum formel ou officiel, c'est-à-dire, dans le fond, tous les programmes scolaires. Les programmes scolaires proposent des savoirs, ce qu'on appelle des connaissances, proposent des savoir-être, ce qu'on appelle des comportements ou des compétences, et proposent des savoir-faire, des savoir-être, pardon, qui sont des valeurs, des normes. Donc, ces programmes-là, que je viens de mentionner, sont toujours écrits et ils sont accompagnés de nombreux autres écrits, comme des manuels, des guides, des progressions d'apprentissage. Ces savoirs, ce curriculum, encore une fois, est régi par des règles. Un enfant qui apprend n'apprend pas n'importe quoi à l'école, il apprend des règles. Par exemple, il apprend des méthodes, des procédures, des manières d'écrire, de calculer, de mémoriser, de se situer sur une carte géographique, de bouger en éducation physique, de dessiner en art, de s'exprimer en théâtre. Les apprentissages scolaires sont toujours des apprentissages extrêmement codifiés, extrêmement réglementés. Autre chose fondamentale, la sélection et la mise en forme de ces savoirs scolaires-là, de ce qu'on appelle le curriculum ou les programmes scolaires, sont des activités politiques et culturelles. Elles sont réalisées par des experts placés sous l'autorité juridique et politique de l'État. Ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. Ce qu'on apprend à l'école ne relève pas d'initiatives individuelles, ne relève pas d'entreprises privées, ne relève pas de la famille, ne relève pas des promoteurs de YouTube, ne relève pas des promoteurs de Apple ou d'Internet. Elle relève des autorités politiques et publiques de nos sociétés. En ce sens, les savoirs scolaires codifiés dans les programmes scolaires ont très peu de choses à voir avec les connaissances et les informations disparates qui circulent sur Internet et dans les médias sociaux. Donc, il y a vraiment une sorte de coupure, une coupure intellectuelle, une coupure politique, une coupure épistémologique entre les savoirs appris à l'école et ce qu'on trouve dans le monde des médias et de l'enseignement à distance. Mais lorsqu'on va à l'école, on ne se contente pas d'apprendre des savoirs officiels qui sont codifiés dans les programmes scolaires. On est aussi en contact avec des enseignants. Aller à l'école, c'est passer pendant une douzaine d'années, parfois plus, un petit peu moins, parfois selon les pays, c'est rencontrer des enseignants. Dans ce sens-là, qu'est-ce que fait l'enseignant? Je disais tantôt, l'enseignant est un exécutant. Cependant, tout exécutant dispose d'une bonne autonomie. Un enseignant ne se contente pas d'appliquer le programme tel quel. La recherche internationale au Québec montre qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui interprète, qui traduit, qui adopte et donc transforme le curriculum officiel en fonction des réalités du travail en classe. Un enseignant n'enseigne jamais le programme d'histoire tel quel, il l'enseigne en fonction des réalités de la classe, de la vitesse d'apprentissage de son groupe ou de certains élèves, de contraintes temporelles, bref, en fonction de différentes contingences. Donc, les élèves à l'école n'apprennent jamais directement le curriculum officiel, ils apprennent ce qu'en dit et ce qu'en fait l'enseignant.
Dans ce sens-là, l'enseignant, c'est un médiateur fondamental des savoirs scolaires parce qu'il les transforme, les ajuste et les traduit au profit de ses élèves. Je disais tantôt que l'école est une institution réglementée. Il y a des règles pour tout, pour marcher, pour se déplacer, pour s'asseoir, pour parler, pour lever la main, pour agir, etc. Mais chaque enseignant interprète aussi ces règles scolaires-là. Par exemple, les règles disciplinaires dans la classe, ce qu'on appelle la gestion de classe. Les enseignants, en fonction de leurs expériences, de leur personnalité, de leur savoir-faire, de leurs croyances pédagogiques et de leurs connaissances aussi, adaptent les règles disciplinaires de l'école à leur groupe. Il n'y a pas un enseignant qui fait la discipline de classe de la même façon qu'un autre. La gestion de classe est toujours largement improvisée en fonction des réalités de chaque enseignant et des réalités de sa classe. Donc, première idée, à l'école, les enfants, les élèves apprennent des savoirs codifiés. Et ça, on peut sans doute les mettre sur Internet, les savoirs codifiés. Mais ils apprennent aussi des savoirs transformés, des savoirs interprétés par les enseignants en fonction du contexte. Et ça, on ne peut pas le transposer ailleurs que dans la classe. Finalement, lorsqu'on va à l'école, il y a un troisième curriculum qu'on appelle dans la théorie du curriculum, on appelle un curriculum invisible ou caché. Lorsqu'on va à l'école, et moi j'ai été à l'école très longtemps, et vous avez tous été à l'école très longtemps si vous m'écoutez encore, les élèves apprennent une quantité de choses extrêmement importantes qui correspondent à toutes leurs expériences au sein de l'école, de la classe parmi et avec les autres élèves. Ce curriculum-là n'est pas écrit, il est implicite. Aller à l'école, c'est vivre l'école, c'est la découvrir. Ce curriculum caché couvre un large spectre de tout ce que les élèves peuvent vivre à l'école. Par exemple, l'ennui. Énormément d'élèves s'ennuient à l'école. La soumission au temps scolaire. Il faudrait un jour que je fasse une conférence ou un cours sur le temps scolaire. Apprendre à vivre le temps scolaire, qui est un véritable temps horloger, qui est un véritable temps mécanique, qui est complètement différent du temps de la famille, qui est complètement différent du temps de l'enfance, qui est complètement du temps du jeu. Chaque enfant dans l'école doit apprendre à le supporter, à l'intérioriser. Et les enfants qui ne peuvent pas supporter cet horaire-là ont énormément de difficultés à réussir l'école. Mais on découvre aussi à l'école beaucoup de choses. On découvre les conflits, les amitiés avec les autres élèves. On découvre des phénomènes d'exclusion qu'on peut parfois subir ou d'inclusion, soit par rapport à d'autres enfants qui sont avec nous, qui peuvent se moquer de nous ou nous intégrer dans leurs équipes de jeu. Donc, il y a beaucoup de phénomènes sociaux qu'on découvre à l'école qu'on n'a pas dans la famille, qu'on n'a jamais devant un écran d'Internet. On découvre aussi les rapports aux enseignants, qui sont des rapports souvent pour les jeunes enfants, des rapports affectifs, qui peuvent générer des émotions positives ou négatives. On découvre aussi des phénomènes de groupe étudiés par les psychologues en dynamique de groupe, des phénomènes de groupe dans la cour de la création, dans les corridors. On est confronté, chaque enfant est confronté à la gestion de ses émotions. Au secondaire ou à la fin du primaire aujourd'hui, on découvre aussi la sexualité et l'attirance envers les autres, parce que normalement, nos premières blondes et nos premiers copains, on les fait à l'école ou dans l'environnement de l'école. Bref, l'école, c'est pas juste des savoirs codifiés, c'est pas juste des savoirs interprétés et transformés par les enseignants, c'est aussi toutes les expériences qui accompagnent l'école comme milieu de vie dans lequel les enfants sont enfermés pendant 11, 12 ou 13 ans aujourd'hui. Or, ce qu'on sait, c'est que ces expériences-là que les jeunes font à l'école sont puissamment socialisatrices et décident bien souvent du destin scolaire de chaque élève. C'est la façon dont chaque enfant vit l'école, la façon dont il l'interprète, la façon dont il lui donne sens qui va lui permettre de réussir ou non l'école, de la supporter jusqu'à la fin. Donc, ce que je voulais montrer dans cette trop brève conférence, c'est que l'action de l'école
qui est une institution fondamentale de notre modernité, est une action très puissante. Elle nous sépare de notre famille, elle nous sépare du monde ambiant pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ces années-là s'allongent sans arrêt. On va à l'école de plus en plus longtemps. Et en nous séparant, elle nous soumet à un système de règles formelles, elle nous soumet à une culture écrite, elle nous soumet à un ordre réglementaire qui couvre l'ensemble, aussi bien le plan intellectuel qu'émotionnel, que le plan normatif, que les valeurs, etc. Donc, dans le contexte actuel, c'est pour ça que je trouvais important de réfléchir à la puissance de l'institution scolaire qui existe, comme je le mentionnais, depuis plusieurs siècles. L'école est fermée, mais à un moment donné, elle va ouvrir. Peut-être qu'on peut profiter de l'occasion actuelle pour se demander, lorsque l'école va ouvrir, quel genre d'école voulons-nous? Comment créer une autre école dans l'école actuelle? Donc, la question qui me semble importante, c'est comment, non pas créer de l'apprentissage en dehors de l'école, mais comment repenser l'école une fois qu'elle va s'ouvrir? Et cette question-là est une question pédagogique, mais bien sûr aussi une question politique. Merci.